Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Vous prenez vos fonctions auprès du président Oligui Nguema avec de très grandes ambitions économiques, mais au moment où le prix du baril de pétrole est en dessous de $65, est-ce que vous n'allez pas devoir réviser vos projets à la baisse? Nous devons prendre en compte la période exceptionnelle que vient de vivre le Gabon. Après le coup de libération, ce que nous avons appelé le coup de libération, la période de transition qui s'est très bien passée, nous avons eu un référendum sur la Constitution, une nouvelle Constitution et des élections présidentielles qui ont plébiscité le chef de l'État qui devient par la même occasion chef du gouvernement. C'est donc quelque chose d'exceptionnel, d'une transition qui a été bien encadrée et qui a permis effectivement que notre peuple se rassemble, qui a permis qu'il y ait des apaisements et que nous puissions effectivement maintenant démarrer la 5e République avec des fondations solides. Maintenant, pour venir à votre question, il est évident que nous sommes dans un contexte international qui est plein d'incertitudes pour des raisons exogènes. Et dans cette situation, nous prenons les dispositions pour avoir une stabilité macroéconomique, pour renforcer les finances publiques et les dispositions sont en cours d'ores et déjà pour pouvoir réduire le train de vie de l'État, mobiliser les ressources financières pour avoir les marges de manœuvre nécessaires. Le problème le plus urgent pour beaucoup de Gabonais, c'est le manque d'électricité. Quand est-ce que vont cesser les pannes de courant? Il y a déjà une amélioration par rapport à ces délestages et tout cela est lié à des solutions qui sont mises en œuvre de manière transitoire, mais nous nous donnons 2 ans pour que les problèmes de délestage, les problèmes d'accession à l'énergie, les problèmes d'accession à l'eau soient résolus. Sur les 10 000 kilomètres de route au Gabon, il n'y en a que 2 000 qui sont praticables. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a eu effectivement, pendant la période de transition, des efforts importants pour construire des centaines de kilomètres de routes. Et cela, c'est déjà au bilan de la transition. En à peine 19-20 mois, on peut voir le chemin parcouru pour améliorer les choses. Maintenant, il reste beaucoup à faire. Comme vous le dites, justement, le chef de l'État, le président de la République, dispose de cette année pour mettre en œuvre son programme de société. Et la route, les infrastructures sont un pilier important de son projet de société. Vous parlez d'infrastructures. Quels sont les 2-3 grands projets prioritaires à vos yeux? Tout est prioritaire, mais au Gabon, aujourd'hui, nous avons besoin des infrastructures routières. Nous avons besoin de renforcer notre chemin de fer. Nous avons besoin d'asseoir la nouvelle vision pour avoir plus de débouchés au niveau portuaire, notamment dans le volet de Mayumba, où il y a un port. Il y a des projets structurants pour le pôle minier. Vous savez que nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles mines au niveau de la région sud-est, encore à Banyaka. Nous avons également le projet de Belinga qui est resté pendant des décennies sans être véritablement traité. Donc nous évoluons sur ce projet structurant qui nécessite des capacités énergétiques supplémentaires avec un barrage hydroélectrique dans le nord-est à Boué et certainement la possibilité d'évacuer par des bretelles de chemin de fer supplémentaires qui sont envisagées et nous avons une ambition. Le président Oligui Nguema veut que la croissance soit au rendez-vous, une croissance forte à près de 2 chiffres qui permettra effectivement de créer les emplois et de réduire la pauvreté.
Mais vu ce baril de pétrole qui est à moins de 65 $, est-ce que vous n'allez pas devoir réviser le budget 2025 à la baisse par une loi de finances rectificative? Nous avons déjà, les ajustements sont en cours. Nous avons agi pour réduire le train de vie de l'État sans rentrer dans les détails et nous entendons transformer nos matières premières. C'est toute une stratégie qui va permettre effectivement de transformer et de diversifier le tissu économique du pays. Mais y aura-t-il une révision de votre budget à la baisse? Mais le budget, à un moment donné, il n'est pas exclu effectivement que nous ayons une loi de finances rectificative. Mais la gestion, elle est au jour le jour et le ministère de l'économie et des finances est aujourd'hui réuni en un seul ministère pour avoir une optimisation des recettes et que les dépenses deviennent plus productives, effectivement. Autre problème, monsieur le vice-président, la dette de votre pays qui ne cesse d'augmenter. Elle risque de passer cette année de 73 à 80% du PIB. Alors vous allez recevoir dans quelques semaines une délégation du FMI. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il vous impose une cure d'austérité? Monsieur, nous ne faisons pas les choses pour faire plaisir à un organisme, fût-il le Fonds monétaire international. Nous nous approprions ces réformes parce qu'elles sont nécessaires pour bâtir le Gabon nouveau. Évidemment que nous discutons avec les bailleurs, mais nous sommes en situation de pouvoir faire les réformes par nous-mêmes et les bailleurs apporteront le complément le moment venu. Mais ce programme du FMI, vous allez en avoir besoin. Est-ce qu'en échange, il ne risque pas de vous imposer une cure d'austérité? Nous sommes des personnes expérimentées et nous n'avons pas l'intention de nous faire imposer quoi que ce soit. Nous allons discuter le moment venu avec les bailleurs, mais sur la base de la vision telle qu'elle a été plébiscitée par les Gabonais, la vision du projet de société du chef de l'État. Et c'est sur cette base-là que nous allons pouvoir continuer à investir, faire en sorte de lutter contre la corruption pour avancer. Alors Alexandre Barrot-Chambrier, vous prenez vos fonctions en même temps que la nouvelle République s'installe. Et dans ce nouveau régime, il n'y a plus de Premier ministre, comme vous l'avez dit. Le président est entouré de 2 vice-présidents, Séraphin Mundunga et vous-même. Comment les rôles vont-ils se répartir entre vous deux? Écoutez, il n'y a aucun problème. La Constitution est très claire. Le président oriente, le président décide, il supervise. Le vice-président du gouvernement que je suis coordonne l'action du gouvernement et prépare les arbitrages pour prendre les décisions. Chacun a son rôle et doit s'y tenir. Et cette constitution a été plébiscitée par les Gabonais. Quand vous dites que vous allez coordonner, est-ce à dire que vous serez la courroie de transmission entre le président et le gouvernement? J'assiste le président dans sa tâche de chef du gouvernement. Par conséquent, il me délègue un certain nombre de responsabilités qui feront en sorte de faciliter, c'est le cas d'ailleurs, cette coordination. La coordination, je crois que c'est suffisamment clair. Et l'arbitrage. Le coordinateur et l'arbitre, ce sera vous. Mais alors quel sera le rôle de votre homologue Séraphin Mundunga, qui a également le titre et la fonction de vice-président? Mais le vice-président de la République se voit confier des missions particulières par le président de la République. Oui, c'est-à-dire que M. Mundunga sera plus dans la représentation et vous dans la coordination. C'est votre interprétation. En tout cas, je connais très bien Monsieur Séraphin Mundunga et nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous sommes là pour être les collaborateurs, faire le travail en fonction des missions que le président nous confiera. Est-ce que vous ne risquez pas d'être un simple exécutant des ordres donnés par le président Oligui Nguema? Écoutez, si je suis un bon exécutant, ce sera déjà
quelque chose de satisfaisant. C'est lui qui est élu, c'est lui qui dispose de la légitimité. Donc, chacun doit jouer son rôle et dès le départ, les choses sont claires. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de discussion possible, les choses sont très claires. Alors il y a un ministère très important qui est créé à l'occasion de cette installation de cette nouvelle République. C'est le ministère de l'économie et des finances. Les deux ministères sont réunis en un seul, comme vous nous l'avez dit. Et le titulaire de ce nouveau ministère, c'est un homme clé du paysage gabonais, puisque c'est Henri-Claude Oyima, qui est le PDG et l'un des principaux actionnaires de la BGFI Bank, la plus grande banque privée de la zone CEMAC d'Afrique centrale. Est-ce qu'un ministre qui continue d'être rémunéré par une entreprise privée, ce n'est pas illégal? Je pense que d'abord, nous saluons l'arrivée de M. Henri-Claude Oyima dans ce gouvernement de la Ve République, qui est un banquier connu et reconnu, qui a monté cette entreprise qui fait la fierté de toute l'Afrique, puisqu'il est dans une dizaine de pays. C'est un homme de talent, d'expérience, qui prendra toute sa place dans ce gouvernement et je m'en réjouis. Nous avons d'ailleurs bien commencé à travailler et la situation de M. Oyima est en voie de clarification puisque lui-même a annoncé qu'il allait se retirer de ses activités privées et c'est tout à fait normal qu'il y ait des procédures internes à respecter, les choses étant actées, et il devra se conformer, il entend se conformer aux règles de la COBAC. Donc il n'y a absolument aucun souci, quelques commentaires de personnes un peu impatientes. Mais les choses doivent se faire en bon ordre dès lors que cette décision nécessite quand même une nouvelle organisation de sa part. Donc il va renoncer à la présidence de la BGFI Bank? Et je pense que ça coule de source. Et est-ce qu'il va vendre les actions qu'il possède dans la BGFI Bank? Non, mais là, je ne vois pas très bien le sens de votre question. Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir un conflit d'intérêts? Est-ce que tout naturellement, le nouveau ministre de l'économie et des finances ne va pas avantager la BGFI Bank par rapport aux banques concurrentes? Est-ce qu'il ne va pas fermer les yeux s'il y a des malversations dans cette grande banque? Non, monsieur, il y a un régulateur des banques qui s'appelle la Commission bancaire. Il y a la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale de la sous-région qui suit toutes ces opérations et chacun joue son rôle. La Banque centrale ayant une certaine autonomie, je ne vois pas un ministre de l'économie et des finances dicter sa loi et Henri-Claude Oyima prendra le recul et la hauteur nécessaire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, nous pouvons lui faire pleinement confiance. Alors vous dites qu'Henri-Claude Oyima est un homme de talent et d'expérience. Certains observateurs estiment aussi qu'au fil des années, il a peut-être pris trop de pouvoir sur les places financières et qu'il serait temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre à la tête de la BGFI Bank. Est-ce que sa nomination au gouvernement, c'est pas aussi une façon de le convaincre de quitter la présidence de cette grande banque? Bon, moi, j'y vois plutôt le couronnement d'une carrière dans le secteur privé qui a été rondement menée et qui fait notre fierté, pas seulement au niveau du Gabon, mais au niveau de tous les pays où cette banque est implantée et qui est souvent en tête des banques commerciales. Donc, il n'y a absolument aucun inconvénient à ce que le moment venu, d'autres prennent le relais du développement de la banque. Mais ça, c'est pas notre affaire, c'est une affaire privée où il y a des actionnaires et c'est aux actionnaires de se déterminer, de prendre les décisions. Il y a un secteur bancaire ici qui est très concurrentiel, ici comme ailleurs, et en aucun cas, l'expérience de monsieur Henri-Claude Oyima ne peut être discutée.
En septembre prochain, monsieur le vice-président, les Gabonais vont retourner aux urnes pour élire leurs députés. Mais la future loi sur les partis politiques posera des conditions tellement restrictives pour la création des partis à venir qu'on se demande si, à part le mouvement des bâtisseurs qui soutient le chef de l'État, il y aura d'autres partis en mesure de compétir. Est-ce que le multipartisme n'est pas en danger? Non, je ne le pense pas. D'abord, les commissions sont mises en place. Il faut attendre que les représentants des partis produisent leurs propositions. Laquelle proposition sera revue au niveau des différentes instances dont le gouvernement. Et ce que nous voulons, c'est éviter cette prolifération de partis, 105 partis pour un pays de 2 300 000 habitants. Vous comprendrez qu'il y a un besoin de recadrer les choses. Cela a d'ailleurs été débattu et décidé lors du dialogue national inclusif. Donc nous sommes dans la mise en œuvre de ce qui a été conçu pendant la transition. Mais on ne va pas vers le parti unique ? Non, je ne le pense pas et nous ne sommes pas des personnes de nature à repartir en arrière. Nous avons besoin que des sensibilités existent. Nous nous inscrivons, et la Constitution est très claire, dans le respect d'un processus démocratique. Pour la première fois, nous avons eu des élections transparentes, des élections démocratiques où il n'y a même pas eu de recours à la Cour constitutionnelle. Et c'est un pays qui renaît pour que, effectivement, on puisse retrouver notre fierté, comme on dit ici, notre essor vers la félicité. Monsieur le vice-président, on l'a appris ce vendredi matin, l'ancien président Ali Bongo, sa femme Sylvia et son fils Noureddine ont quitté le Gabon et sont arrivés en Angola. Comment s'est passée cette exfiltration ? Écoutez, cette affaire suit son cours judiciaire. Nous avons vu que le procureur général a mentionné des motifs en rapport avec l'état de santé de ceux qui étaient détenus à la prison centrale pour cette liberté provisoire. La procédure judiciaire suivra son cours et il faut d'ailleurs respecter la séparation des pouvoirs. Alors vous mettez en avant en effet les raisons humanitaires dont a parlé le procureur de la République. Lundi dernier, vous avez reçu la visite à Libreville du président angolais, João Lourenço, avec qui vous étiez en froid depuis la chute d'Ali Bongo il y a 2 ans. Est-ce que cette réconciliation entre vos deux pays a facilité la sortie de prison de Sylvia et Noureddine Bongo ? Écoutez, franchement, nous n'avons pas à établir de lien de cause à effet et il est de notre devoir de respecter ces décisions de justice et de ne pas commenter une procédure qui n'est pas terminée. Cette double libération intervient au moment où le Gabon réintègre l'Union africaine que préside actuellement l'Angolais João Lourenço. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux événements ? Écoutez, franchement, je ne le crois pas. Il y a cette décision qui est prise par les juges et je ne vois pas une immixtion quelconque dans notre justice au moment où nous voulons que celle-ci affirme son indépendance. Alors cette exfiltration de la famille Bongo est mal comprise par beaucoup de Gabonais qui estiment qu'il s'agit là d'un traitement de faveur. Et le député de transition Geoffroy Fumboula s'exclame « C'est une véritable honte, ce transfert au milieu de la nuit dans un silence total. Où est la souveraineté du Gabon ? C'est le prix à payer pour la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine. » Écoutez, je lui laisserai la responsabilité de ses propos. Le Gabon a retrouvé sa place dans l'Union africaine à la suite d'élections qui ont été considérées comme exemplaires et transparentes, dont le même député lui-même a salué l'objectivité. Alors ce qu'on remarque tout de même, monsieur le vice-président, c'est que cette exfiltration de la famille Bongo, elle intervient 2 semaines après l'appel du Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, en faveur
faveur de cette libération. Est-ce que du coup, cette opération ne facilite pas vos relations avec l'Union africaine? N'est-ce pas tout simplement la raison pour laquelle le Gabon vient d'être réintégré dans la grande maison africaine? Mais écoutez, nous n'avons aucun problème avec la Commission de l'Union africaine. Nous avons réintégré cette grande famille sur la base des efforts qui ont été accomplis pour répondre aux critères de ce retour dans la famille. Il n'y avait pas de conditionnalité particulière et je ne vois pas un État souverain comme le Gabon accepter des conditionnalités particulières. Maintenant, si ce que on dit, c'est responsable qu'ils avaient des informations particulières sur l'état de santé de ceux qui étaient détenus, bon, ça c'est possible. Mais en tout état de cause, la justice est indépendante, elle a fait son travail et il n'y a rien à redire. Je ne vois pas pourquoi on va s'étendre davantage sur ce sujet. Oui, c'est ça. Vous avez entendu les messages du président en exercice de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine qui s'inquiétaient de l'état de santé de la famille Bongo, c'est ça? Écoutez, que des personnes informées s'inquiètent de l'état, quoi de plus naturel, mais ça ne change en rien le fait que la justice fait son travail et nous l'encourageons à faire son travail. Et cette sortie des Bongos du Gabon facilite les choses avec l'Union africaine? Je ne le crois pas. Il n'y a pas pour moi de lien de causalité entre notre réintégration qui est antérieure au fait dont nous parlons aujourd'hui. Alors depuis 2 ans, Sylvia Bongo et Nourdine Bongo sont poursuivis par la justice gabonaise pour détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, le procureur de Libreville dit que malgré leur sortie du territoire, eh bien, ils seront quand même jugés, même s'ils ne sont pas présents au tribunal. Mais un procès en leur absence, franchement, est-ce que ça ne va pas être une parodie de procès? Bon, je ne suis pas dans les hypothèses. Il faut poser la question à la justice. Pendant leurs 20 mois de prison, Sylvia et Nourdine Bongo disent qu'ils ont subi de mauvais traitements. Est-ce qu'ils ont été fortement encouragés à révéler les numéros de leurs comptes bancaires à l'étranger? Et est-ce que maintenant que vous avez récupéré ces numéros et maintenant que tout l'argent qu'ils possédaient, vous l'avez récupéré, est-ce que vous pouvez les laisser partir? Oh, mais là, franchement, je pense que vous avez une imagination fertile et que moi, dans ma qualité de vice-président du gouvernement entrant, vous comprenez bien que je ne puisse pas vous répondre sur de telles assertions qui ne sont pas du tout prouvées. Est-ce que l'Angola sera pour eux un pays de destination ou un simple pays de transit? Mais je n'en sais rien. Il faut leur poser la question le moment venu, puisque vous semblez vous soucier beaucoup pour eux. C'est une liberté provisoire. Les termes sont précis. Nous verrons bien comment les choses vont évoluer. Nous avons pris acte de ce qu'il s'agissait de raisons de santé. Alors tenons-nous-en là et puis nous verrons la suite. Alexandre Barraud-Chambrier, monsieur le vice